qui a beaucoup changé au fait dans ces courses par étapes, c'est la récupération après course. Parce que quand on fait juste une course, on s'en fiche un peu. Dès qu'on est arrivé, on discute, on s'en fout un peu de ce qu'on mange et ce qu'on boit. Enfin voilà. Alors que là, quand j'arrivais, la première chose que je faisais, c'était tout de suite boire, manger, me rhabiller, mettre du chaud. Je pensais tout de suite à la récupération, ce que je fais jamais d'habitude. J'étais pas trop motivée à prendre le départ parce que, comme tu le dis, c'était des conditions horribles avec la pluie, du vent au départ. Donc, je me dis bon, bah, t'excites pas, tu fais ton rythme et puis tu verras bien comment ça va. Donc, je suis vraiment seule dans le brouillard. Je fais ma course, je suis hyper concentrée sur les drapeaux parce que comme on voyait pas grand-chose, fallait surtout pas que je rate le sentier. Et après là, on arrivait dans une forêt qui était hyper boueuse, sinueuse, impossible à courir. Donc c'était en montée, impossible à dépasser aussi. C'était vraiment un petit sentier dans la forêt. Ils avaient juste coupé les arbres pour qu'on puisse passer. Et puis là, bah, Tovey me dépasse à fond la caisse. Et là, je me dis, waouh, bah, c'est vraiment un sacré morceau, quoi, un sacré numéro. Elle va hyper vite, bah, je la laisse aller, quoi. Je m'accroche, je pense même pas à m'accrocher à elle. Il y a vraiment un vent, mais violent. J'ai jamais vu ça. Un vent qui souffle sur le côté, et je dois quasi m'accrocher, au fait, sur l'herbe avec les mains pour pas m'envoler. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Merci à tous pour vos messages d'encouragement quotidien, c'est vraiment génial pour moi de voir cet engouement et cette communauté de passionnés de trail, de course à pied ou tout simplement de belles histoires s'agrandir jour après jour. N'hésitez pas à partager Course épique autour de vous, sur les réseaux sociaux, à lui mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera Course épique à continuer de grandir, de se développer et continuer de recevoir des invités géniaux épisode après épisode. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir et le privilège de recevoir Maude Matisse, la meilleure traileuse du circuit mondial aujourd'hui. Maude va partager avec nous sa formidable aventure aux Açores il y a quelques semaines à l'occasion des 5 jours de course du Golden Trail Championship, réunion annuelle de ce que la planète trail compte de meilleurs athlètes. Maude va nous faire vivre cette course épique dans des conditions météo parfois effroyables et aussi ses passes d'armes, très amicales rassurez-vous, avec ses principales concurrentes alignées sur la course. Croyez-moi, vous allez passer un moment à la fois fort en émotion et très apaisant à l'écoute de cette grande championne et très belle personne qu'est Maude. Et tout comme moi, je suis certain que vous allez être touché par sa simplicité, sa spontanéité et sa coolitude. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très beau moment à échanger avec elle sur ce Golden Trail Championship. Mais je ne vous en dis pas plus. Maude va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce 18e épisode de Course épique, dans l'essoreuse des Açores. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Maude, je suis ravi de te recevoir dans ce 18e épisode de Course épique. Un 18e épisode en âge podcast, je ne sais pas si ça correspond au passage à l'âge adulte. En tout cas, j'ai bien prévu de garder mes yeux et mes oreilles d'enfant pour vivre aujourd'hui avec toi ta course épique. Comment vas-tu Maude ? Ben bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir pour ce podcast. Je suis ravi. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, alors j'habite à Olon, qui est un petit village dans le Chablais vaudois. Donc je suis à la frontière entre le Valais et le canton de Vaud en Suisse. J'ai 33 ans, mariée, 2 enfants, et puis voilà, bah je fais du sport professionnellement. Un petit peu de sport, effectivement. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport au sport et par quoi tu as commencé quand tu étais plus jeune et ado? À quel moment le sport a fait irruption dans ta vie? Oui, alors j'ai toujours vécu dans ma famille est sportive, hein, donc on a baigné au fait dans l'athlétisme, donc sur les stades plutôt. J'ai commencé à 9 ans parce que ma maman elle était entraîneur dans un club et bah j'ai adoré, donc voilà, j'ai continué jusqu'à mes 18 ans, mais j'étais pas, on va dire que j'ai fait un peu de tout parce que j'étais pas bonne dans une discipline, donc tout ce qui est discipline technique, hein, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de la barre, enfin lancer du poids, Soit à la perche même, j'ai sur vu la ça. perche, effectivement. Donc ça, sur la perche, j'ai découvert à mes 13 ans. Et puis c'est là que j'ai eu un peu plus de bons résultats. Et puis
j'ai essayé un peu de percer là-dedans. Puis à 18 ans, en fait, j'en avais marre d'être sur ces stades et puis j'avais envie de voir des autres sports. Et puis c'était plutôt les sports d'endurance qui m'attiraient. Et là, j'ai rencontré mon mari qui faisait de la course à pied et du ski alpinisme. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces deux sports et j'ai totalement arrêté l'athlétisme. Donc ça n'a pas été un coup de foudre, ça a été progressif, ça a été une évolution Tout progressive. à fait. Et puis voilà, après j'ai commencé cette la course à pied et le ski alpinisme en me disant que j'allais plus jamais mettre de dossard, que la compétition c'était fini, j'en avais ras-le-bol. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme vous le pensez, enfin comme vous le savez tous, voilà, on se prend au jeu, t'as qu'on met un dossard, on a envie de progresser, après les résultats viennent, et puis c'est un cercle vicieux positif. Et puis c'est ce qui fait que aujourd'hui je suis à fond dans le sport avec des bons résultats. Et je pense que la course à pied, c'est effectivement typiquement le type de sport où il faut jamais dire jamais. On se laisse assez Exact, facilement griser, on a toujours envie de repousser les limites, quel que soit son niveau exact. d'ailleurs, mais on a toujours envie d'aller un cran plus loin pour se dépasser. Et on va parler de ton palmarès, Maud, qui est évidemment étourdissant, que ce soit en trail, en course de montagne ou sur route. Tu as aussi en ski alpiniste, t'as brillé. Mais voilà, pour citer en tout cas quelques-unes de tes références, tu es triple championne d'Europe de course en montagne, vice-championne du monde de la discipline. Tu as un record personnel sur marathon de 2h30 et quelques secondes, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Tu as gagné le redoutable Pikes Peak Marathon dans le Colorado. Tu détiens le meilleur chrono de l'histoire sur Sierre-Zinal dans la catégorie féminine et tu l'as remporté 2 fois. Bref, la liste est longue et surtout sacrément impressionnante. Est-ce que tu pourrais nous parler de une ou deux courses qui ont vraiment eu un impact majeur pour toi et qui ont peut-être fait basculer ta vie à un cran au-dessus, ou en tout cas fait changer la donne un petit peu pour toi, que ce soit peut-être d'un point de vue personnel ou tout simplement sportif? Est-ce qu'il y a eu un ou deux étapes vraiment clés dans toutes ces performances que tu as connues jusqu'ici? Oui, alors je pourrais dire mon premier titre de championne d'Europe en Slovénie en 2017. Donc je revenais de ma deuxième grossesse et je savais pas du tout où j'en étais au niveau performance, au niveau forme. Et là, voilà, de gagner ces championnats d'Europe, ça m'a vraiment fait prendre conscience du niveau que j'avais. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de me consacrer uniquement à la course à pied et puis de laisser tomber le ski alpinisme pour essayer d'aller encore plus loin, gagner encore plus de choses. Et puis, j'ai eu cette idée aussi de ma qualification pour les Jeux Olympiques sur marathon. Donc début 2018, j'ai commencé un entraînement spécifique pour le marathon. Donc on peut vraiment dire que c'est là, à partir de cette année 2017, on va dire que j'ai commencé à poser des jalons vraiment pour ma vie professionnelle, enfin sportive professionnelle. C'est aussi à ce moment-là que j'ai eu assez de sponsors pour pouvoir en vivre et que depuis 2018, je peux vraiment dire que je peux en vivre. Et les JO de Tokyo, si on en parle, est-ce que c'est toujours un objectif pour toi d'atteindre les minima qui sont de 2h30 justement et toi tu es à quelques secondes au-dessus, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est encore, comme les JO ont été repoussés d'une année, est-ce que aussi c'est l'occasion pour toi de toujours tenter la chance de gagner ta qualification pour le Japon? Oui, alors c'est toujours un objectif. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau qualification, je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'il n'y a pas de course, donc il y a un temps limite. Mais si on peut pas courir, voilà. Je sais que ça va être peut-être un peu plus difficile cette année parce que il y a une Suissesse. L'année passée, j'étais la meilleure Suissesse, donc j'avais quand même de bonnes chances d'y aller. Cette année, il y en a une qui est en train de devenir très forte et une qui va peut-être être naturalisée, une Éthiopienne qui va être naturalisée Suissesse. Donc voilà, peut-être un peu moins de chance, mais c'est toujours l'objectif. Puis on verra comment les qualifications vont se faire. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection ou est-ce que justement là comme on l'écoute un petit peu à travers tes mots, l'idée c'est de varier aussi les plaisirs et les distances et les formats, les destinations, de faire un savant mélange de tout ça pour trouver ton équilibre? Alors j'aime varier, effectivement, j'aime me lancer des challenges. Si je fais trop de montagne, eh ben j'aime me challenger sur route. Si je fais trop de route, bon ça c'est rare, mais si je fais trop de route, j'aime bien faire la montagne. J'aime bien des formats courts comme des kilomètres verticales. J'aime aussi faire du plus long. Alors c'est vrai que j'aime bien quand ça tourne autour de 20-30 kilomètres en montagne avec entre 1500 et 2000 mètres de dénivelé. Ça c'est ce que je préfère. Mais j'aime beaucoup varier parce que je me lasse assez vite au niveau des entraînements. C'est le moment de la question hautement philosophique du podcast. Je pense qu'il n'y aura pas plus philosophique que ça, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu cours, Maud? Ça c'est la bonne question. Ouais, jamais Je pense simple. que c'est un mélange. C'est vrai que
je me rends compte que j'aime sentir mon corps travailler. J'aime transpirer, j'aime entendre mon cœur qui bat. J'aime avoir j'aime cette sensation d'effort. Voilà, ça j'en ai besoin et j'en ai encore plus. C'est ce qui m'a le plus manqué au fait quand on était en période de confinement ou quand on pouvait pas trop bouger ou quand je suis en période de pause, c'est ce qui me manque le plus. Après, ça me permet aussi de m'évader, voilà, d'être juste avec moi-même parce que les journées elles sont quand même, il y a beaucoup d'excitation avec les enfants. J'ai des enfants en bas âge. Et là, c'est mon moment à moi où je peux réfléchir, où je suis juste avec moi et voilà, ça me fait du bien. Et puis je cours aussi, depuis 2018 pour gagner ma vie. Avant, c'était pas du tout, voilà, j'y pensais pas du tout. Là, des fois, quand j'ai pas trop la motivation, je me dis, voilà, c'est ton métier, tu y vas. Et puis après, ouais, c'est comme tout le monde, quoi. Tout le monde se lève le matin pour aller travailler. Il y a des jours, c'est un peu plus simple que d'autres, mais on y va de toute façon. Oui, tout à fait. Le moment est venu de se regarder dans le miroir, Maud. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes points forts et de tes éventuels points d'amélioration, en tout cas les choses que tu rechignes peut-être un peu plus à faire, notamment dans les phases de préparation? Est-ce qu'il y a des exercices qui sont un plaisir pour toi et dans lesquels tu as l'impression que naturellement tu es très doué, et puis d'autres sur lesquels c'est un peu plus compliqué pour toi de te mettre à l'ouvrage? Oui. Alors, on va commencer par les points forts. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez, qui a pas mal de musculature. Je travaille beaucoup tout ce qui est gainage, renforcement musculaire. Là toute l'année j'ai fait des sessions. Enfin, je faisais 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes de gainage. Et puis j'ai quand même au niveau de mon corps. Enfin, j'ai un bon rapport poids-puissance et c'est pour ça que j'arrive à aller vite dans les montées, je pense, hein. Et puis je suis quelqu'un qui relativise pas mal. Enfin, quand j'ai pas mal de pression, quand l'entraînement ça va pas ou quand c'est une période ouais, où il y a beaucoup de pression au niveau média aussi, je, je suis quelqu'un qui prend, ouais, assez à la légère, entre guillemets, et puis me dire, bon, oui, c'est ton métier, oui, c'est le sport et tout, mais il y a pas que ça dans la vie. Et puis si ça va pas, c'est pas grave, t'as ta famille. Je passe vite à autre chose. Aussi, notamment après les entraînements, je pense plus à l'entraînement. Je fais ma vie, enfin, je fais ma journée, j'ai les enfants, j'ai d'autres activités, et puis j'y pense pas. Donc ça, c'est peut-être ce qui fait ma force. Après, dans les points faibles, c'est sûr que je suis pas très, enfin, tout ce qui est descente, technique, j'arrive pas bien à lire le terrain. Donc, des fois, je prends des rallonges, voilà, et ouais, des fois, j'en ris, quoi, parce que je me fais dépasser, je dis, mais je suis nulle, j'ai pas vu le petit chemin qui coupait, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je dois beaucoup, enfin, que je dois améliorer. Et que tu travailles spécifiquement? Alors non, je travaille. Oui, enfin oui et non. Cette année, j'ai travaillé un petit peu pour certaines courses, comme je me semble pas. C'est pas cette année, l'année passée pour Pikes Peak. Et puis quand je sais qu'il y aura pas mal de descentes techniques, j'essaye de faire d'allonger un peu, puis de faire des entraînements en guillemets de vitesse, mais en descente. Mais j'en fais pas beaucoup, quoi. C'est vraiment, ouais, si j'en fais 5, 6 dans l'année, c'est avant l'objectif, c'est déjà beaucoup. Et puis, je suis quelqu'un qui j'aime pas faire tout ce qui est VMA court, tout ce qui est vraiment les entraînements de vitesse pure. Ça, j'ai beaucoup de peine. Déjà l'entraînement, enfin, je sais que j'ai cet entraînement, je suis de la mauvaise humeur, quoi. Et aujourd'hui, tu bénéficies d'un encadrement? Enfin, tu as des entraîneurs autour de toi, ou est-ce que tu es relativement autonome dans la gestion justement de tes efforts et tes différents entraînements? Alors, j'ai un entraîneur depuis 2017. C'était justement pour le marathon, avec cette idée de marathon, et puis pour voir autre chose, parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond, hein. C'est quand on est seul avec soi-même, on fait toujours un peu le même genre d'exercice ou le même genre d'entraînement. J'avais envie de voir autre chose. Donc là, j'ai mon entraîneur depuis 2017, mais je me connais assez bien aussi. Et puis il y a des périodes où il me fait pas le plan d'entraînement, et puis il me dit, vas-y, fais comme tu le sens. Je crois que tu te sens assez bien, quoi. Donc voilà, on va Et dire que tu globalement, j'ai un entraîneur quand même. et tu vas justement chercher, peut-être de la fraîcheur, dans la diversité des entraînements que tu vas faire? Il y a la course à pied bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi du vélo, vélo elliptique, du ski alpinisme, du ski roue peut-être, qui sont aussi d'autres moyens pour toi d'aller, garder l'envie intacte et peut-être aussi, équilibrer les sollicitations de ton corps en justement variant, le type d'exercice que tu peux être, amené à faire?
tout à fait. Alors ça aussi, comme je disais avant, j'aime pas la monotonie et j'essaie de varier au maximum. Et donc je fais tout ce que tu as dit, donc du vélo, donc à l'extérieur et à l'intérieur, du vélo elliptique, du ski roue, du ski alpinisme, de la musculation, et puis un petit peu de ski de fond l'hiver aussi. Et voilà. Et comment coexistent aujourd'hui justement ces phases d'entraînement et ta vie de famille? Une semaine type pour toi, c'est quoi dans une phase, normale d'entraînement? Alors, depuis cette année, c'est un peu plus facile parce que, bah, déjà, j'ai ma grande fille qui a 9 ans, elle va à l'école, hein, donc tous les jours, donc c'est facile, je peux m'entraîner quand elle est à l'école. Et puis j'ai encore, bah, mon petit qui a 4 ans, mais depuis cette année, il va 2 matinées par semaine à la garderie, donc ça me laisse déjà deux entraînements, enfin 2 matins où je peux m'entraîner, de façon plus spécifique, soit en montagne ou bien un peu plus long. Alors on va dire une semaine type, ben souvent le lundi, je m'entraîne avant que les enfants se réveillent, donc à 5 heures du matin, de 5 à 6 ou 6h30, sur le tapis de course ou à l'extérieur. Et puis après l'après-midi, des fois je fais encore une séance de gainage, des fois pas, ça dépend, avec mon fils qui est à la maison. Le mardi, donc il est à la garderie le matin, donc là je peux faire un entraînement comme je veux, montagne plutôt. Mercredi, j'ai ma maman qui peut venir à la maison garder le temps, enfin, garder le petit le temps que je m'entraîne. Souvent, c'est 1 heure et demie de course. Voilà. Le jeudi, il est aussi à la garderie, le petit. Donc là, je peux aussi faire un entraînement, soit de vélo un peu plus long ou de nouveau de course à pied ou en montagne. Et puis le vendredi, bah, je m'entraînais avec lui, enfin avec mon fils. Donc soit je le prenais sur le dos et puis je faisais des montées. Donc là, ça me faisait un entraînement d'endurance force, hein, c'est top. Tu pourras pas faire ça non plus les 5 prochaines années? Là maintenant, ouais, déjà je vois À 9 ça, ans, ça va j'arrive. commencer déjà à se corser un peu. Je vois tout à fait la limite. Là, souvent il veut plus venir. Ou alors, soit il vient sur mon dos, soit je cours sur le tapis roulant pendant qu'il joue à côté de moi. D'accord. Euh, voilà, c'est un entraînement selon la météo et selon les envies du petit. Et puis après le week-end c'est facile parce que bah mon mari est là et puis bah je peux aller, on alterne parce que lui il est aussi coureur, hein, bien sûr, il est encore coureur à pied, donc on alterne un moment lui après un moment moi et puis après on est avec les enfants. Donc j'arrive bien à bien m'entraîner avec la famille. Et puis c'est quand je dois faire un deuxième entraînement, soit je le fais pendant que le petit dort ou bien en fin de journée quand mon mari rentre. J'arrive toujours à trouver un moment quoi. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour cette introduction, Maude. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Bah, la première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu, Maude? Alors là, j'ai pas trouvé. Non, j'arrive pas. Non. En plus, je suis quelqu'un qui regarde très peu la télé. J'ai déjà dû taper sur Google personnage fiction pour avoir des exemples parce que j'arrive pas à trouver. Donc non, là, j'ai pas de réponse. D'accord, très bien. Et si tu étais un animal, est-ce que ça t'a inspiré? Oui, alors ça, l'animal, c'est assez facile. Je me dis toujours que j'aimerais bien être un chamois parce que je trouve que bah, déjà, ils vivent dans les montagnes et puis c'est un animal qui est gracieux, qui est souple et qui se déplace dans la montagne de façon tellement facile et rapidement. C'est trop beau, quoi. Donc, j'aimerais bien être comme eux. Demande de réincarnation prise en compte. Ce sera Voilà. chamois pour toi. Ok. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire de façon particulièrement significative? Alors, il n'y a pas un sportif en particulier qui m'inspire parce que voilà, je trouve que certains ils font des choses bien comme ça, certains, enfin, voilà, j'ai pas un qui sort vraiment du lot. Mais ce qui m'inspire beaucoup et ce que j'admire beaucoup, c'est les sportifs qui sont pas pros, qui travaillent, qui ont un job à 100%, qui ont une famille, mais qui ont des performances presque comme des pros et qui s'entraînent 10, 13 heures par semaine. J'ai pas de nom hein, en particulier à Mmh. sortir, mais je pense qu'il y en a qui vont se retrouver. Et ça, je les admire beaucoup parce que d'arriver du travail, d'aller encore s'entraîner 1, 2 heures, et puis après de encore voir la famille, et ben chapeau quoi. Mmh, c'est vrai.
C'est vrai. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître dans cette Je description. pense. C'est pas les gens dont on parle le plus et finalement, effectivement, ils arrivent à combiner, pas mal de sujets, mettre tout ça en parallèle et avoir des performances incroyables. C'est admirable. Eh ben, écoute, merci beaucoup Maud. On va maintenant parler de ta course épique, le Golden Trail Championship et plus particulièrement son édition 2020 qui est une édition au format très inhabituel. Pour présenter cette course en quelques mots, le Golden Trail Championship, c'est une compétition de trail par étapes qui est organisée par Salomon et qui s'est déroulée entre le 28 octobre et le 1er novembre dernier aux Açores, sur l'île de Fayal. Suite aux annulations de la course Zegama Ice Gory, je suis désolé pour la prononciation, je m'excuse d'avance, et du marathon du Mont Blanc, ainsi que l'incertitude générale liée à la pandémie de Covid-19, la saison 2020 des Golden Trail World Series habituelles, qui était composée de 6 courses de qualification et puis d'une finale, a été annulée. Donc pour la remplacer, les organisateurs ils ont mis en place un événement unique qu'est ce Golden Trail Championship. Donc cette finale, elle prend cette fois la forme d'un trail par étape sur 4 jours, qui est précédé d'une journée de prologue. Les inscriptions sont ouvertes à tous, c'est sur tirage au sort, mais voilà, les organisateurs offrent en parallèle 74 Golden Tickets aux athlètes qui se sont illustrés lors du Golden Trail World Series de l'année précédente, donc 2019, ou lors d'une Golden Race en 2020, ce qui a notamment été le cas de mon récent invité Frédéric Tranchant, qui s'est qualifié suite à sa brillante performance cette année à Sierzinal, une course que tu connais particulièrement bien, Maud. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, cette course, elle réunit vraiment l'élite du trail mondial. Et en plus du classement général final, la compétition, elle récompense à chaque étape 4 catégories, le vainqueur du jour, le meilleur grimpeur, le meilleur descendeur et le meilleur sprinter, tout à chaque fois dans les catégories hommes et femmes. Et à l'instar du Tour de France, il y a donc 4 couleurs de dossard distribuées à la fin de chaque étape, le rouge pour les montées, le bleu les descentes, le vert pour le sprint et le jaune pour le leader du général. Donc voilà, à l'issue des 4 jours, il y a un classement général qui est établi et sont déclarés championnes et champions de ces Golden Trail Championship, la coureuse et le coureur qui ont réalisé le moins de temps cumulé sur l'ensemble de ces étapes. Voilà, je pense que maintenant tout le monde est incollable sur ce Golden Trail Championship 2020 qui est un format assez inhabituel, on l'a dit. On va donc parler de cette grande épopée de 5 jours dans des conditions qui ont été très souvent bien dantesques. Maud, tu vas nous faire vivre tout ça plus en détail. Avant que tu nous racontes cette course épique, l'heure est venue de te frotter au redoutable exercice de la question qui pique de course épique. C'est une question gentiment piège que je pose à mes invités. On l'a dit tout à l'heure, les heureux participants élites du Golden Trail Championship se sont vus remettre un précieux sésame, le Golden Ticket, ou ticket d'or comme on dit en bon français. Est-ce que tu pourrais me dire à quelle occasion est apparue pour la première fois dans l'histoire cette expression, en tout cas cette notion de Golden Ticket? T'as le droit à un indice si tu veux. Alors, je trouve volontiers l'indice. C'est un bouquin et qui est en lien avec une de tes gourmandises préférées, si j'ai bien lu. Est-ce que ça te parle? Ouais, alors bon, ben, ma gourmandise préférée, c'est le chocolat. Donc, peut-être, c'est une marque, donc, hein? Non, c'est un livre Ah en non, fait. Un livre pour c'est un enfants. livre. Ouais. Un livre. Allez, je vais t'aider. Si t'es OK, si tu donnes ta langue au chat, je te donne la Ouais, réponse. j'aurais dû Charlie à la chocolaterie. Non. Bravo! Ben non, mais c'est très bien, Ah, c'est c'est ça? ça. Mais oui, Ah, bravo! cool. Bravo, exactement. Donc c'est un roman de Roald Dahl qui a été publié en 1964 et qui a été adapté au cinéma notamment par Tim Burton. Et donc pour ceux qui n'en connaissent pas l'histoire, les tickets d'or, c'est une invention de Willy Wonka, qui est l'étrange propriétaire de la plus grande usine de chocolat au monde et qui souhaitait donner la chance à 5 enfants de venir visiter sa chocolaterie. Et donc il a organisé pour ça une loterie avec 5 tablettes de chocolat de sa marque Wonka qui contenaient chacune des tickets d'or cachés sous leur emballage et disséminés dans le monde entier. Et chacun de ces 5 tickets finalement autorisait son possesseur à venir visiter la chocolaterie avec Willy Wonka comme accompagnateur en personne. Donc voilà, c'est un peu C'est juste, ça de me cette rappelle les façon. souvenirs. Et C'est oui, juste un ça. grand classique d'enfance et une Madeleine de Ouais. Proust pour les adultes qu'on est. Donc voilà, c'est un peu comme dans le cas du Golden Trail Championship, c'est c'est un immense privilège en tout cas de détenir ce Golden Ticket. Bon allez, trêve de chocolaterie, cette fois le moment est venu de nous plonger dans ta course épique aux Açores. À quel moment, Maud, est-ce que tu as appris que le format du Golden Trail allait être adapté pour cette édition 2020, donc il fallait que tu prévoies ça à ton calendrier de course de fin octobre? Il me semble que c'était au mois je sais plus maintenant. Vers avril, peut-être, avril-mai, que là j'ai appris qu'il y aurait cette Golden Trail Championship. Mais pour moi, c'était clair que ça allait pas avoir lieu. Donc je me suis pas trop focalisée là-dessus. J'ai fait ma saison. J'ai pris les courses qui existaient, enfin où je pouvais prendre le départ. Et puis voilà. Mais c'est vraiment 3 semaines avant de partir que je me suis dit ah bah cette fois ouais je pense que ça aura lieu parce qu'on avait vraiment des mails qui nous disaient comment nous préparer les conditions strictes qu'il y aura là-bas. Donc j'ai vraiment pris conscience que j'allais y courir 2 semaines avant quoi. D'accord. Et est-ce que c'est un format qui te faisait envie sur le papier? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand j'avais vu cette Golden Trail Championship sur 4 étapes,
bah j'avais vraiment envie d'y participer parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une course par étapes. J'avais déjà idée de faire une fois la Pyramenta été. Bah c'est vrai, ouais, je trouve que c'est un autre effort, il y a une autre gestion et puis j'avais envie de me tester sur ce format. Donc j'avais vraiment une grosse motivation pour cette fin d'année. Tu avais déjà eu l'occasion de participer à l'édition précédente de la finale des Golden Trail Series qui s'est tenue au Népal l'année dernière, une course qui a été aussi assez épique pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, alors bah, déjà c'était dans un pays, voilà, j'étais jamais allée au Népal, c'est totalement dépaysant. Et puis ben la course s'est pas passée exactement comme je l'avais pensé parce que bon, au départ, au bout de 13 kilomètres, j'ai perdu mon chemin et j'ai pu rejoindre en fait la course par un autre chemin et jusqu'à la fin on me disait non non c'est bon vous êtes dans la course vous pouvez continuer parce que j'avais passé par tous les points de contrôle et c'est vraiment j'étais un peu ambivalente toute la course en me disant non mais c'est pas possible je vais être disqualifiée alors je relâchais un peu après on me disait non 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 c'est bon tu peux continuer alors je mettais un peu les bouchées doubles et C'est les montagnes russes au Népal. ouais exact. Et tout à la fin, pour finir, lors du podium, ils ont dit non, non, on est obligé de disqualifier. Mais on a vraiment dû attendre jusqu'au podium pour savoir que j'étais disqualifiée, ce que j'ai trouvé totalement juste, hein, voilà. Mais c'était une belle course que j'ai faite tout le long. J'ai quand même fait mes 42 kills avec tous les dénivelés qu'il y avait. Et puis Tu as j'étais fini contente de deuxième quand même, tu l'as pas dit par voilà, je modestie, suis mais tu as fini deuxième. deuxième. Mais c'est un bon souvenir. Hein. C'était un très très beau voyage parce que on n'est pas allé là-bas que pour la course. On a fait 2 semaines au total, donc c'est des magnifiques souvenirs. Génial. Et donc pour cette édition 2020, on l'a dit tout à l'heure, le format était assez inhabituel et finalement tu as su assez tardivement que la course allait avoir lieu. Est-ce que tu as eu quand même l'occasion ou est-ce que tu étais mis en tête de mettre en place une préparation assez spécifique pour cette course? Non, alors j'ai pas fait de préparation spécifique. J'ai juste un peu voilà augmenté mon volume pendant la saison estivale. Mais de toute façon, je l'aurais fait parce que pour Cerzinal, et puis je me rappelle plus quelle course je voulais faire, mais bref, j'avais quand même augmenté un peu le volume. J'avais pas couru 4 jours de suite, par contre, parce que bah, j'avais une blessure à un ischio qui me permettait pas de courir. Enfin, ça empirait en fait si je faisais que de la course à pied, donc j'ai beaucoup alterné avec le vélo. Donc je savais pas si j'allais pouvoir tenir ces 4 jours de course à pied. C'était le seul point qui me faisait un peu peur. Mais autrement, ma préparation, je l'ai quand même. J'ai un bon fond. Je sais que je peux tenir des formats comme ça, en tout cas sur 1 ou 2 jours, quoi. Mais j'ai pas fait de préparation spécifique pour les Golden Trail Championship. Est-ce que c'est une aventure que tu as vécue toi comme plutôt collective, dans laquelle tu as un encadrement et un esprit d'équipe, ou est-ce que chacun y va par ses propres moyens et est assez finalement autonome dans ce projet-là? Tu dis sur place? Oui, dans l'idée même pour y aller, puis effectivement sur place, est-ce qu'il y a un esprit, très collectif et voilà et tu avais un encadrement particulier autour de toi aussi peut-être? Ouais, alors oui, sur place, bon, on était avec l'équipe Salomon, donc on avait bah, les caméramans qui étaient là, on avait un physio-ostéo, on avait 2, 3 personnes qui pouvaient être sur le parcours pour nous dire où on en est par rapport aux autres coureurs. Et puis on était tous dans le même hôtel, donc ça fait un esprit groupe, on se voit tous pour les repas, donc voilà, c'est plus chaleureux que juste une course d'un jour. Donc ouais, l'encadrement était top. Puis après, dans la préparation, on avait régulièrement des nouvelles, des organisateurs, pour savoir comment ça allait se passer. Mais autrement, en termes vraiment de préparation sportive, non, il n'y a pas d'encadrement, c'est chacun se prépare individuellement. Combien de jours est-ce que toi tu es arrivé, sur place, en amont de la course? Alors je suis arrivée juste un jour avant le prologue, parce qu'au niveau familial, ça, je pouvais pas me permettre de partir 2 semaines. Donc je suis arrivée juste, je suis arrivée et puis le lendemain il y avait le prologue. D'accord et donc l'ambiance la veille, tu parlais de tous les coureurs, tout le monde réuni, elle est comment? Elle est plutôt studieuse, les gens sont plutôt concentrés ou au contraire c'est très relâché et presque une colonie de vacances, où les gens, sont là, très détendus? Bon, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui sont stressés, il y a ceux qui sont très détendus. Mais non, globalement plutôt détendus. Parce que bah, déjà, on était tous heureux de pouvoir courir ici parce qu'on s'y attendait vraiment pas.
et puis de tous se retrouver. Donc c'était très convivial. Et puis même avant les courses, je trouve que les gens, ouais, c'est pas chacun est dans sa bulle avec la musique dans les oreilles. C'est plutôt des conversations parce qu'on avait un bus qui nous amenait au départ, hein, donc on avait chaque fois le temps de discuter. Donc ouais, très convivial, moi j'ai trouvé. Et puis je pense que vous avez dû aussi en profiter, j'imagine que vous aviez conscience aussi à ce moment-là, enfin, c'était la pleine période où le reconfinement se profilait dans pas mal de pays et donc nous, nous qui étions en tout cas reconfinés et qui vivions à distance la course, c'était aussi une super belle échappée. C'était les derniers instants qu'on pouvait un peu picorer de coureurs, de liberté. Enfin, c'était aussi très positif et riche d'optimisme de vous voir pouvoir vivre en tout cas ça, alors que la période avait, enfin, on savait qu'on allait vers le moins bien tous, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, l'avant-dernier jour de course, j'en entendais même dans le bus qui disait: «Ah mais moi je crois que je vais changer mes billets d'avion, je vais retarder mon départ pour Je pas devoir rentre plus. retourner». Exactement. C'était sympa. Est-ce que tu pourrais nous parler, justement pour nous faire voyager un peu, nous qui sommes, tous, globalement enfermés chez nous ou à moins d'un kilomètre de chez nous, du décor sur l'île globalement? Est-ce que tu avais d'ailleurs eu le temps, même si tu es arrivé, seulement la veille, est-ce que tu as eu le temps d'aller t'imprégner un peu, de certains segments du parcours ou en tout cas, voilà, d'aller observer, l'île? Alors bon, j'ai pas vraiment eu le temps d'observer avant la course. Après, malheureusement, pendant les courses, on a eu, bah voilà, comme tu l'as dit avant, des conditions pas terribles avec beaucoup de brouillard au sommet. Donc en haut, j'ai pas vu grand-chose, mais ce que j'ai pu voir, c'est assez quand même exotique avec bah, bien sûr que c'est entouré d'océans déjà. Et après, bah en fait les bords, il y a beaucoup de lave parce que c'est une île qui est très volcanique, donc on a couru sur la lave. Au niveau du climat, il fait chaud, hein, c'est toujours entre 15 et 20 degrés toute l'année. Donc c'était appréciable au mois de novembre de pouvoir avoir 20 degrés. Et c'est aussi assez humide. C'est une des rares fois où j'ai autant transpiré pendant des courses. On est vraiment au bout de 15 minutes de course, on est mouillé, quoi. On est vraiment même trempe. C'est très très humide. Après, bah, au niveau de la végétation, bon, je connais pas les arbres, mais c'est pas des grands sapins. C'est assez. On a plutôt l'impression de voir une jungle, en tout cas, nous, de ce qu'on a pu voir de loin, ça Oui, ressemble alors parfois à des aussi, oui. passages, Ouais, il y avait des parties vraiment dans la jungle, très sauvages, avec du bambou, des arbres assez tortueux comme ça, plutôt bas, parce qu'il y a tout le temps du vent là-bas, donc les arbres ne sont pas très hauts, assez secs aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est le sommet, le sommet de l'île où on était, donc Fayal, je crois qu'il est à 1700, hein, donc c'est assez bas. Voilà, quoi, des plages de sable aussi, par moment. On court sur des terrains qui sont assez sablonneux. Voilà. je pense que c'est une belle description. Je pense que l'Office du tourisme des Açores serait très fier de ta présentation, qui donne envie en tout cas. Et si on parle un petit peu de l'environnement et des autres concurrentes, est-ce qu'il y a des coureuses dont tu te méfies plus particulièrement? Oui, alors là, cette année, la grosse incertitude, c'était bah, Tove Alexanderson, qui est multiple championne du monde de course d'orientation. Et puis j'avais vu qu'elle avait fait des bons résultats aussi dans des trails en France. Donc c'était vraiment celle bah, avec qui j'avais jamais couru et je savais pas du tout où je me situais par rapport à elle. Et puis après, bon bah il y a aussi toutes celles qui vont bien. Donc Anaïs Abrier, la française, qui est jamais loin derrière moi, hein. Il y a aussi Camille Bruyas Mmh. qui fait du format un peu plus long. Donc je me suis dit sur 4 jours, elle pourrait tirer son épingle du jeu. Elle Et s'en est bien sortie d'ailleurs, je crois qu'elle finit 6e, si je exactement, dis pas de elle fait bêtises. 6e, ouais, tout à fait. Et puis bah il y a les autres aussi, bah comme comment elle s'appelle, L'américaine aussi, Rachel Drake, c'est ça? Ou voilà, Blandine Hirondelle l'américaine, aussi, la française? Blondine, ouais, parce qu'elle, bah je sais qu'elle est aussi sur du plus long, elle va bien. Et puis Ruth Croft, hein, aussi, elle vient de pas d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, voilà. La Nouvelle-Zélande, qui bah, l'année passée, elle était chaque fois sur le podium dans les Golden Trail Series. Donc fallait que je m'en méfie aussi, mais il me semble que cette année elle était un petit peu moins en forme. Elle est restée un peu en retrait. Mais voilà, il y avait vraiment des beaux noms hein, qui étaient là. Je pense que
tous les coureurs étaient là, tous les coureurs sur ce format, normalement, mais d'un jour, hein, sur les 20-30 kilomètres, tous les bons étaient là, hein, donc Un plateau très relevé. Et est-ce que toi, sur le principe et sur le papier, c'est un profil de course qui te va bien, tu penses? oui, tout à fait, ouais. Chaque étape, ouais, chaque étape me convient bien, me convenait bien. Après, c'était juste l'enchaînement qu'il fallait gérer, quoi. Est-ce que tu peux nous parler, de l'ambiance au départ du prologue et peut-être toi, comment tu te sens plus particulièrement? Est-ce que tu es impatiente? Est-ce que tu as hâte d'en découdre? Est-ce que tu es, très détendue, relâchée? Enfin voilà, comment se passe ce moment juste avant de prendre, le tout premier départ et faire tes premières foulées sur ce prologue? Ouais, alors j'étais impatiente parce que voilà, j'avais envie de courir, impatiente de voir aussi le niveau et où je me situais. Et puis impatiente parce que la journée elle a été très longue en fait. Ça a été l'attente a été très longue parce que le départ pour moi il était à 15h45 l'après-midi. Donc on s'est commencé, hein, on se réveille, puis après on fait que attendre. On a juste envie de prendre le départ. Donc ouais, j'étais très très impatiente et puis un petit peu nerveuse quand même de savoir où j'allais me situer avant pendant ce prologue. Donc, on l'a dit, c'est un format, comme le veut tout bon prologue, en tout cas, c'est un format d'étape qui est très court et qui est intense. Celui-là faisait un peu plus de 3 kilomètres, 3 kilomètres et demi pour être exact. Comment se passe justement cette journée de prologue et est-ce que les conditions sont plutôt favorables ce jour-là? Oui, alors bon, déjà une belle journée avec du soleil, pas mal de vent quand même. Moi, j'ai pris, je me suis réveillée vers les 7h30, j'ai pris un gros petit déjeuner vers les 8h. Et puis après, j'ai pas fait grand-chose en fait. Je suis restée dans ma chambre, voilà, à tourner en rond, à lire, à préparer ma course, à regarder le profil des étapes, des jours aussi qui allaient venir, et puis à discuter avec ma collègue de chambre. Donc j'étais avec Eliane, qui est une Norvégienne, que je connaissais déjà d'avant, et donc on a beaucoup discuté, beaucoup appris l'une sur l'autre. Et puis ensuite vers les 13h30, j'ai pris un petit snack, j'ai mangé un petit truc encore, voilà, avant de partir vers les 14h45, m'échauffer. Et puis j'ai fait un gros échauffement parce que comme c'est un format très court, voilà, fallait être bien chaud quand même. Et puis comme j'avais peu couru les derniers jours, j'étais bien reposée. Il fallait quand même que je réapprenne aux muscles à se contracter, hein. Donc j'ai fait un gros échauffement de presque en tout 1 heure, enfin non, ouais, 45 minutes. Et puis à 15h45, j'étais sur la ligne de départ, donc avec mon masque, impatiente de faire ce prologue. Donc ce prologue, tu le cours, enfin tu le cours à vive allure puisque tu as remporté, ce prologue. C'était vraiment le coup d'envoi pour toi? Enfin l'idée, tu l'as vraiment envisagé comme une espèce d'entraînement plus, et vraiment de Ouais, mise en route, d'observation et de te tester un peu sur ce format assez intense? ouais. Alors déjà, comme je sais que je suis pas quelqu'un qui est très explosive, qui a beaucoup de vitesse, mais j'avais peur au fait d'être que seulement dans les 10-15e et puis de pas avoir ma place sur la première ligne parce qu'en fait le classement du prologue détermine la ligne de départ de la première étape. Et donc j'avais envie d'être devant pour la première étape. Donc fallait que je fasse un bon prologue quand même. Alors on va dire que je me suis donnée à 90% parce qu'il fallait quand même en garder un tout petit peu et puis pas être mort parce qu'après il y avait 4 jours derrière. Mais j'ai quand même donné presque le maximum pour être bien classée pour la première étape. Est-ce que c'était déjà révélateur les performances potentiellement de tes rivales sur la distance, enfin sur la compétition en tout cas? Est-ce que c'était déjà révélateur? Est-ce que tu as regardé, les résultats de ce prologue ou c'était pas vraiment significatif à ce stade? Non, j'ai pas trop regardé parce qu'après on sait jamais ceux qui ont pas trop tiré pour se préserver, ceux qui ont vraiment donné à fond et puis après qui sont morts pour les 4 jours suivants. Puis après il y en a qui ont aussi joué que le sprint parce qu'il y avait aussi les segments, hein, segments du meilleur grimpeur, meilleur descendeur, meilleur sprinter. Donc il y en a qui ont fait le prologue très cool et puis qui ont juste fait le segment descente à fond. Donc voilà, c'était très tactique quand même, donc j'ai pas trop regardé les résultats. Ouais, difficile d'en tirer des conclusions. Ouais.
On est désormais donc le deuxième jour et c'est l'étape numéro 1. Les conditions se sont sérieusement dégradées pour cette journée-là. Dans quelles dispositions, toi, tu abordes cette étape donc, qui est de 26 kilomètres et 1100 mètres de dénivelé positif? Est-ce que tu as une stratégie particulière pour cette première étape? Alors non, pas de stratégie particulière, c'est vraiment la première, donc c'est là que tu vois un peu où t'en es, regarder par rapport aux concurrentes. Donc moi, j'étais pas trop motivée à prendre le départ parce que comme tu le dis, c'était des conditions horribles avec la pluie, du vent au départ. Donc je me dis bon, bah, t'excites pas, tu fais ton rythme et puis tu verras bien comment ça va. Donc ben je pars au fait avec la tête de la course hein, directement. Il y a juste Tove Alexanderson qui peut pas partir avec nous en fait directement sur la première ligne de départ parce qu'elle a pas pu courir le prologue en attente d'un test Covid. Donc avec ça, elle a été reléguée derrière et avec ça, elle a pas pu partir au devant. Mais bon, c'est pas grave. Je pars avec la tête de course. Et puis après, ben, dans la section uphill, c'est un peu plus raide, donc là, j'arrive à prendre de l'avance et je me retrouve seule, avec un écart assez important avec le reste des filles. Donc, je suis vraiment seule dans le brouillard. Je fais ma course, je suis hyper concentrée sur les drapeaux parce que comme on voyait pas grand-chose, il fallait surtout pas que je rate le sentier. Et puis ça, c'est aussi un point faible que j'aurais pu dire avant, c'est que des fois, je suis un peu dans la lune, je suis concentrée sur mon effort et puis bah je vois pas en fait le sentier ou je loupe ouais, je perds mon chemin. Donc là, je me suis vraiment focalisée sur drapeau après drapeau. Et après là, on arrivait dans une forêt qui était hyper boueuse, sinueuse, impossible à courir. Donc c'était en montée, impossible à dépasser aussi. C'était vraiment un petit sentier dans la forêt. Il avait juste coupé les arbres pour qu'on puisse passer. Et puis là, bah, Tove me dépasse à fond la caisse. Et là, je me dis, waouh, bah, c'est vraiment un sacré morceau, quoi, un sacré numéro. Elle va hyper vite, bah, je la laisse aller, quoi. Je pense même pas à m'accrocher à elle. Parce que moi, mon idée, c'était de pas laisser de plume, en fait, la première étape, hein. Donc, j'ai pris un rythme, on va dire, pas de croisière, hein, parce qu'il faut quand même tirer, mais j'étais pas à 100%. Ensuite, on arrivait au sommet d'un volcan et on a fait toute la crête du volcan, mais bon, on voyait rien du tout. Et après, bah, une descente très technique, très boueuse, glissante, avec des trous, des flaques. C'était horrible. Et là, bah, moi, mon but, c'était de pas prendre de risques. Donc, il y a même des bouts où enfin, j'ai beaucoup de bouts, de morceaux où je marchais. Et puis là, donc il y a déjà Tove qui était devant moi. Et puis il y a deux autres filles qui me passent, donc Blondine, Hirondelle et Rachel. Et ça me déstabilise un peu, parce que je me dis, waouh, bah ça revient fort, quoi. Je peux pas me permettre de trop relâcher et de trop marcher, parce que ça, derrière, il y a pas 10 minutes d'écart, quoi. Mais en même temps, alors ça me déstabilise un peu, mais en même temps, je me dis, c'est pas grave, c'est long, l'étape est longue, et puis il y a encore 3 jours derrière, donc je m'excite pas trop non plus. Et après les derniers 10 kilomètres, bah, ils sont très très vallonnés, très très vallonnés, beaucoup de montées et de descentes, et puis interminables. Là aussi, avec des portions un peu d'un forêt où il faut tout le temps slalomer entre les arbres, se baisser, sauter par-dessus, enfin vraiment comme des circuits VTT un petit peu, hein. Et puis là, ben en fait, j'ai bien fait de pas trop m'exciter au début parce que bah, je reprends la deuxième place. Je redépasse Blondine et Rachel pour me placer derrière Tove. Donc au final, bah, je passe la ligne d'arrivée deuxième, mais 7 minutes derrière Tove. Mais en passant la ligne d'arrivée, je vois que Tove, elle est blessée, elle a la cheville en l'air, les Samaritains autour d'elle. Et je me dis, oula, ben, elle a peut-être pris trop de risques et puis, ben, effectivement, elle s'est tordu la cheville. Donc, ben, je sais pas, à ce moment-là, je sais même pas si elle va pouvoir continuer la course les autres jours. Donc, je suis plutôt satisfaite de ma première étape parce que, ben, deuxième, mais sans blessure, sans rien, et sans avoir laissé de plume.
Et comment tu te sens physiquement à l'issue de cette première journée? Est-ce que ça a déjà un peu cogné pour toi aussi? Alors non, je me sens bien physiquement parce que je sens que j'ai pas trop perdu d'énergie. Par contre, je me dis que si ça c'est technique comme ça les 4 prochains jours, ça va être difficile quand même. Et donc le soir, comment ça se passe? Vous allez chacun est dans son coin, vous vous retrouvez peut-être autour du dîner, tout le monde va se coucher assez tôt et pour le coup, entièrement concentré sur sa course et pas de débordement le soir, chacun est très sage? Alors effectivement, pas de débordement, mais on se retrouve quand même tous pour le souper. On parle un peu de cette première course, comment ça s'est passé pour nous. Donc c'est quand même très convivial, hein. Mais chacun a ses heures où il va. Enfin, on peut aller manger plus ou moins. On avait 1 heure et demie pour aller manger, donc on s'est regroupé un peu avec qui on aime Avec bien par manger. affinité, Ouais. ouais. Mmh. Voilà, par affinité exactement. Mais c'est enfin, on n'est pas tous notre bulle à pas discuter quoi. Voilà, ça reste convivial. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui a beaucoup changé au fait dans ces courses par étapes, c'est la récupération après course. Parce que quand on fait juste une course, on s'en fiche un peu. Dès qu'on est arrivé, ben on discute, on s'en fout un peu de ce qu'on mange et ce qu'on boit. Enfin voilà. Alors que là, quand j'arrivais, la première chose que je faisais, c'était tout de suite boire, manger, me rhabiller, mettre du chaud. Je pensais tout de suite à la récupération, ce que je fais jamais d'habitude. Et puis je restais pas debout inutilement. Tout de suite, je m'asseyais, j'allais dans le bus qui nous attendait pour nous rapatrier. Je mettais des fois les jambes en l'air. Donc ouais, vraiment ça c'est quelque chose qui est hyper important quand on fait des courses par étapes. Bon là, c'est reparti pour un tour avec cette fois la deuxième étape et c'est 32 kilomètres et 1 300 mètres de D+. J'imagine que tu as un seul objectif en tête à ce moment-là, c'est reprendre le maximum de temps à Tové? Oui, tout à fait. Alors bon, la deuxième étape, elle était modifiée. Pour finir, c'était que 25 kilomètres et 1150 de dénivelé. C'était un peu modifié à cause des conditions. Donc, bien sûr, moi, la stratégie, c'est de récupérer tout le temps que je peux sur Tové. En plus, je sais que c'est une étape moins technique, donc je me dis que je vais pouvoir jouer un petit peu. Enfin, moi, j'ai une foulée qui est assez rapide quand c'est du plus roulant. Donc là, bah voilà, le départ, il est tout de suite en montée. Donc, je me détache assez rapidement des autres. En plus, bah là, cette fois, Tové, elle a pu partir avec nous devant. Mais je vois que je peux prendre l'avance quand même sur Tové en montée. Donc, comme je sais qu'elle est plus forte que moi dans les descentes, j'essaye de prendre le maximum d'avance dans la montée. Mais j'arrive pas non plus à prendre énormément d'avance parce qu'elle va bien dans la montée. Ensuite, ben, j'arrive à cette section uphill, hein, section, enfin La montée, oui. le meilleur Grimpeur. le meilleur grimpeur, voilà. Donc, j'essaye d'accélérer un peu pour avoir le meilleur temps. Et au final, bah, j'arrive à l'avoir, donc je suis très contente. Et ensuite, on aborde une partie qui est un peu plus technique avec de nouveau beaucoup de boue, des flaques d'eau, de nouveau dans le brouillard. Puis encore sur la crête du volcan où là, bah pareil quoi, c'est très très, il y a beaucoup de trous, il y a du vent. J'ai l'impression que j'avance pas. Et puis bah je vois pas Tové parce que bah il y a beaucoup de brouillard donc je la vois pas. Et je suis toute seule. Vraiment, j'ai l'impression d'être à l'entraînement. Et là, j'ai vraiment peur que les autres me dépassent parce que j'espère pouvoir gagner cette étape. Donc, j'aborde la descente bah, de nouveau seule et avec cette peur que les autres me dépassent. Donc, j'essaie de perdre le moins de temps possible, ouais, sans trop prendre de risques non plus. Et ensuite, bah, je vois trois personnes qui sont sur le parcours, donc des supporters, hein, et puis ils me disent ouais c'est bon, t'as encore un peu d'avance, elle est pour toi cette étape, allez, tu vas pouvoir la gagner. Et puis je sais que toute la fin, en fait, elle est beaucoup plus roulante, je suis beaucoup plus à l'aise, on est plus sur route. Donc là, j'essaye de lâcher un peu les chevaux, ouais, qu'on me dépasse pas, parce que je suis déjà surprise que Tove, elle m'ait pas encore repris. Et puis la toute fin, je dirais les 4 derniers kilomètres, ils sont très vallonnés à travers forêts, à travers des champs, mais c'est plus roulant quand même.
Donc, j'arrive à conserver une bonne foulée, même si les jambes deviennent lourdes quand même. On voit que c'est déjà le deuxième jour. J'ai plus de fatigue que la veille. Voilà, donc j'arrive à tenir le rythme et je finis en 2h13 de course. Je gagne, bien sûr. J'ai réussi mon objectif. Et puis je gagne 2 minutes 30 devant Tove. Donc je suis super contente de cette étape. Et puis surtout, je prends 4 minutes à Blondine et 5 minutes à Rachel. Donc ça me laisse une marge assez confortable pour les prochains jours. Un peu de sérénité, un boost de confiance pour les 2 étapes qui restent. Exactement. Ouais. Donc là, on passe à la 3e étape, qui est un sacré morceau, cette fois de 32 km et 2400 mètres de D+, avec toujours des conditions vraiment défavorables, voire hostiles, et un parcours qui, là aussi, a dû être modifié. Tout à fait. Donc, au final, on est resté sur la même île. On devait changer, on devait aller sur le Pico, donc le plus gros haut volcan de toutes les îles. Mais ils se rabattent sur un parcours, au fait, enfin, je vais expliquer après. Donc ouais, au final, on a 31 km et 1450 de dénivelé. Donc là aussi, au départ, cette fois, je suis de nouveau pas trop motivée. Parce que les conditions sont toujours pareilles, il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de vent. Et puis cette fois, j'ai les jambes vraiment fatiguées. Je pense que j'ai dû tirer dans cette deuxième étape et puis les jambes, je les ressens bien. Je me dis que je vais pas m'exciter, que toute la première partie, je vais essayer de la faire avec la tête de la course et puis pas partir devant et puis encore brûler de l'énergie quoi. Là, j'ai assez d'avance sur sur Blondine et Rachel et puis je vais essayer de tenir Tove quoi. Alors que je pars, il y a 7 kilomètres qui sont plus ou moins plats, interminables au fait dans une forêt de bambous, enfin pas de bambous, mais c'est ce que vous avez vu, je pense, les images dans le sable et puis où on slalome entre les arbres. Donc là, Blondine et Rachel, elles partent devant comme des boulets de canon. Et j'ai les jambes tellement fatiguées que j'arrive pas à suivre. Et puis je me dis, c'est pas grave, tu t'excites pas, tu les suis pas. Et puis je reste avec Tove et on fait toute la course, enfin tous ces 7 premiers kilomètres ensemble. Et puis tout d'un coup, c'est assez sinueux. Et puis je perds Tove de vue. Je sais pas si elle s'est trompée de parcours, mais bon, voilà quoi, je la perds de vue. Et j'attaque la montée, qui est aussi la section du meilleur grimpeur. Donc là, j'accélère un peu, les jambes reviennent gentiment, et puis j'aperçois Rachel et Blandine, et je me rapproche de plus en plus. Donc ça me remet en confiance. Je me dis que c'est bon. Dans la montée, j'ai encore des forces. Donc aux 2 tiers de l'étape, tu reprends la main et tu repasses en Voilà. tête, c'est Et ça? Enfin, tu voilà. rejoins le groupe de tête? Exactement. Je rejoins toujours le groupe de tête. Je passe Rachel et Blandine. Tobé, elle reste derrière, et puis je l'aperçois plus de toute la course en fait. Ensuite, on rejoint, on arrive au sommet de la montée, on est de nouveau sur ce volcan, et là, il y a vraiment donc là, je suis seule, hein, j'ai passé les deux, Blondine et Rachel, et il y a vraiment un vent, mais violent, j'ai jamais vu ça, un vent qui nous prend qui souffle sur le côté, et je dois quasi m'accrocher, au fait, sur l'herbe, avec les mains pour pas m'envoler. Donc j'arrive quasi pas à courir, même par portion, hein, parce que quand il y a les rafales qui arrivent, je me baisse, j'essaie de garder ma ligne droite sur le sentier. Mais c'est impressionnant, quoi. J'avais jamais couru sur des sentiers comme ça avec autant de vent. C'est hyper crevant aussi mentalement parce qu'il faut tout le temps être concentré. Et ensuite, il y a la descente, d'abord technique, où là, je me fais rattraper par Rachel. En fait, c'est plutôt cool qu'elle me rattrape parce qu'avec ça, j'ai quelqu'un avec qui courir. Et puis, elle a un sacré bon rythme. Et on fait environ 10 kilomètres ensemble, à se relayer, à courir ensemble. Donc, c'était sympa. Et puis, après, il reste plus que 10 kilomètres. Et ces 10 derniers kilomètres sont très roulants, plutôt sur route ou des sentiers, mais pas techniques. Mais ils sont aussi très vallonnés, donc usants physiquement. Et donc là, je suis très contente de pas être partie trop vite au début, parce que j'arrive à passer Rachel et à creuser l'écart.
parce que là, il fallait de nouveau avoir pas mal d'énergie. Et je finis au final 2 minutes devant elle, et puis 5 minutes devant Blondine, donc de nouveau pas mal d'écart. Et puis cette fois, Tove, elle a complètement explosé et je finis avec 10 minutes d'avance sur elle. Donc là, ça me remet vraiment en confiance et je me dis que la dernière étape va être entre guillemets facile parce que je vais pouvoir gérer mon effort par rapport aux autres filles. Ouais, tu es en position de force et tu peux gérer ta course à ta main, effectivement. Exactement. Et justement, là, t'en parles de façon assez détachée, mais toutes ces conditions assez défavorables pendant ces différentes étapes, est-ce que ça te tape un peu sur le système ou est-ce que tu arrives, enfin, est-ce que ça t'agace et tu trouves ça désagréable ou est-ce que tu prends ça avec philosophie et recul? Non, alors par moments c'est vraiment agaçant parce que c'est tout le temps les mêmes conditions. Donc ouais, déjà on a envie de voir quelque chose. On est aussi là sur l'île pour pouvoir découvrir quelque chose et puis on voit rien. Donc c'est énervant. Et puis les portions dans la boue c'est en même temps assez ludique et ça coupe un petit peu la course parce qu'on sait que voilà, d'abord on a peut-être 5 kilomètres roulants, alors là on se force, on tire un peu, on essaie d'allonger la foulée. Et après on sait qu'on aura peut-être 2 kilomètres dans la jungle ou dans la boue, donc on se dit ah cool, enfin ça change, ça change, c'est ludique quoi. Ça coupe un petit peu la course, euh, mais quand on commence à être vraiment fatigué ou quand l'étape elle commence à être longue, parce que dans la tête quand on se prépare pour 30 kilomètres avec 1500 de dénivelé, moi je me dis bon ça va faire peut-être 2 heures et demie de course. Mais quand ça fait déjà 2 heures et demie et puis qu'il nous reste encore 6 ou 7 kilomètres, ça commence à taper sur le système quoi. On a envie d'aller le plus vite possible et puis d'arriver au bout. Et quand c'est sinueux et puis qu'on voit qu'on est à 6 ou 7 minutes au kill, que ça avance pas du tout, c'est énervant, ouais. J'ai pas l'habitude de ça. Donc on l'a dit, psychologiquement, tu es dans des très bonnes dispositions à la veille de cette dernière étape. Est-ce que physiquement, tu as des points d'alerte ou tu as des éventuels points de doute sur le fait de pouvoir tenir la cadence sur cette 4e étape et en gros essayer de suivre le groupe de tête pour t'assurer de la victoire? Est-ce que tu as quelques points d'alerte ou là aussi tu es assez sereine physiquement sur ta capacité à ce que ça se fasse bien ce dernier jour? Ouais, non, alors je suis plutôt confiante au début de cette 4e étape parce que les jambes, elles sont au réveil, elles sont même meilleures que lors de la 3e étape. Parce que la 3e étape, j'étais vraiment fatiguée. Là, j'ai l'impression que c'est comme si mon corps il commençait à s'habituer. Donc je me sens bien hein, au début de cette 4e étape. Et puis mentalement, je me sens aussi bien parce que je sais que je vais pas devoir tirer à 100%. Je sais que je vais pouvoir me contenter d'être avec la tête de la course. Bien sûr qu'il faut quand même avoir des bonnes jambes et puis être bien parce que la tête de course, faut quand même pouvoir la suivre. Hein. Donc voilà, ma stratégie en fait, c'est ça, c'est de rester avec Rachel parce que j'imaginais bien que ce serait Rachel et Blondine qui seraient devant parce que Tove, voilà, on voit qu'elle est vraiment extrêmement fatiguée, donc je pense qu'elle va, à ce moment-là, je pensais qu'elle allait pas pouvoir suivre. Hein. Donc ouais, ma course, ça s'est passé comme je l'avais pensé en fait. Donc j'ai fait toute la course avec Rachel. On rapidement, en fait, dès le départ, on se détache des autres, on creuse l'écart, et puis on fait toute la course ensemble, en se relayant. Une fois elle, une fois moi. Je la laisse plus souvent devant, comme ça, elle fait son rythme, et puis moi, voilà, j'ai pas trop de soucis à me faire. Il y Juste, avait eu un petit changement de programme aussi. ouais. Tu avais le droit à une petite surprise pour le 3e jour consécutif. L'organisation vous avez réservé une petite blague et Oui, ouais, juste, t'as bien fait de me rappeler. Ouais, alors quand on était dans le bus, on nous apprend que on va pas pouvoir monter au sommet parce qu'il y a encore plus de vent que d'habitude, donc c'est trop dangereux. Alors je me dis ah cool, ils vont réduire l'étape. Et puis non, en fait, on apprend qu'il y aura 5 kilomètres de plus et puis un peu plus de dénivelé, 100 ou 200 mètres de plus. Donc là, ça m'a foutu un coup au moral parce que voilà, on est déjà bien fatigué, on a envie de finir, et puis non, il y aura encore plus de kills. Au final, je saurai seulement l'arrivée, mais ce sera la plus longue étape parce que je vais finir avec un temps de 3h17, donc
Heureusement que je savais pas ça au départ parce qu'autrement, je crois que j'aurais été démotivée au départ. Et puis bon, bah voilà, si je reviens sur la course, donc c'était vraiment une super course parce que de pouvoir courir avec quelqu'un tout le temps, c'était très agréable. On parlait pendant, on disait voilà, ouais, comment tu te sens? Ah super. Des fois c'est elle qui allait devant, des fois moi. Enfin, c'était vraiment sympa. Et puis on s'est juste perdu un petit peu, au fait, au sommet parce qu'il y avait beaucoup de brouillard et puis bah, on voyait plus à 2 mètres. Et puis moi, j'ai pris un petit peu d'avance dans la section pour être la meilleure grimpeuse. Et puis ça me tenait à cœur de toujours avoir le meilleur temps, le meilleur chrono dans chaque étape dans cette section de montée. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Et avec ça, bah après je la voyais plus. Et puis elle m'a rattrapé au fait dans la descente un peu plus technique, environ 7-8 kilomètres plus loin. Donc on s'est de nouveau retrouvés. Après on était tout le temps à ouais 30-40 secondes. Ouais, elle était plutôt devant moi, mais je la voyais souvent. Et Et tu as puis au fait, décidé un peu de corser les choses en faisant un petit crochet, un petit détour pas prévu? tout d'un coup, bah, en fait, on a passé dans une sorte de jungle qui durait 3 kilomètres, très sinueuse. Et puis bah, là, j'ai perdu Rachel de vue. Et puis j'étais un petit peu moins concentrée. Et tout d'un coup, bah voilà, je voyais plus de drapeau. Et je me suis dit mince, ça y est, j'ai perdu mon chemin. Là, j'ai eu un gros coup de stress parce que on peut vite perdre des minutes. Et puis Rachel, bah, elle était en forme, donc il y avait encore à ce moment-là, il restait encore 10 kilomètres, donc on peut même ouais 30 secondes le kill, ça fait déjà 5 minutes. Je me suis dit ouais, là j'ai eu vraiment un coup de stress et par chance bah je suis revenue sur mes pas et puis je pense que j'ai dû perdre 1 minute 30 maximum et j'ai retrouvé le bon chemin. Mais par contre bah j'ai pas perdu de temps là, j'ai vraiment tiré mes dernières cartouches pour essayer de recoller avec Rachel, que j'ai plus jamais revue d'ailleurs. Mais j'ai commencé à demander un peu autour de moi à combien de temps j'étais derrière elle. Et puis à environ 3 kilomètres de l'arrivée, on me dit que je suis qu'à 1 minute 30 d'elle. Donc là, ouf, Relâchement. voilà, relâcher le stress. Enfin, j'ai pu déstresser et puis me dire c'est bon, le classement général, je l'aurai. Et puis ça me faisait plaisir aussi que Rachel puisse gagner cette dernière étape parce qu'elle avait fait une super course et c'était un peu ma stratégie quand je courais avec elle. Au fait, je me disais que si on allait finir ensemble, eh ben que j'allais la laisser gagner parce qu'elle le méritait amplement quoi. Donc j'étais super contente qu'elle puisse gagner. Et puis, bah, moi, super contente de pouvoir gagner ce classement général. Tout le monde était heureux. Qu'est-ce que tu as ressenti justement? Enfin, il y a des choses en particulier, une joie, particulière? Ben, bah, super contente d'avoir pu gérer, en fait, ces 4 étapes. Parce que, bah voilà, au niveau blessure aussi, j'avais toujours cette blessure à cet ischio, euh, qui m'empêchait pas de courir, mais je savais que j'étais un peu sur le fil et puis que si je tirais trop ou que ça pouvait se dégrader pendant les jours. Donc, très contente que ça s'était pas dégradé et puis, ouais, d'avoir pu conserver un rythme assez régulier, je pense, pendant ces 4 jours. Parce que voilà, la première étape, j'ai vraiment pris mon mal en patience, quoi. J'ai vraiment essayé de pas aller à fond, de pas prendre de risques dans les descentes qui étaient très techniques, de pas, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés hein, pendant ces 4 étapes, de personnes qui sont foulées les chevilles, qui sont fait des chutes assez impressionnantes avec des points de suture. Donc il fallait être intelligent, je pense, sur ces 4 jours. Et puis, bah là, j'étais assez fière de moi, quoi. Vous avez pas été, aidés vraiment par la météo, mais est-ce qu'il y a quand même, une image ou un moment que tu retiens, plus particulièrement de ce Golden Trail Championship? Bah, le prologue, le prologue, il était magnifique, hein, parce que on a fait une sorte de tour autour d'une butte, vraiment tout au bout de l'île. Donc, on avait l'eau autour de nous, en fait, enfin presque autour. Donc c'était vraiment joli. Et puis, bah, mis à part que la météo était exécrable, c'était quand même rigolo, quoi. Ces moments dans la boue. Des fois, je me demandais, en fait, si j'étais bien là pour de la course à pied ou si c'était pas un de ces parcours Une aventure. Spartan Race, ouais. Voilà, exactement.
Donc c'était, maintenant j'en rigole, quoi. À ce moment, c'était un peu énervant, mais C'est bon pour la peau. c'est vraiment exact. C'est ce qu'on Ouais. dit. Il y a des moments où j'avais la boue jusqu'aux genoux et j'arrivais même pas à sortir ma godasse de la boue, quoi. Ça faisait ventouse. C'était assez impressionnant. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'était un peu sur le moment, c'était aussi rigolo, hein. Des moments j'en riais. Et puis des chutes aussi complètement où on avait le visage dans la boue, les mains, je savais même plus où m'essuyer tellement que c'était dégueulasse. Et puis je retiens aussi la fin parce que en fait on est arrivé avec le soleil quand même. Voilà, à l'arrivée on a eu un moment peut-être 20-30 minutes de soleil, donc c'était beau, quoi. Ouais, c'était sympa de finir avec le soleil. Il reste que des bons souvenirs. Oui, tout à fait. Est-ce que tu ferais quelque chose différemment si tu devais prendre à nouveau le départ une course de ce type-là, avec des étapes sur plusieurs jours? Est-ce que tu changerais des choses? Non, je trouve que pour une première fois sur des courses par étapes, je suis hyper contente de moi et puis je referai exactement la même chose. Et je le répète de nouveau, je pense que le point clé, c'est la récup, mais tout de suite après la ligne d'arrivée, quoi. Et on sait que les 15 ou 30 premières minutes, c'est là où le corps, il absorbe le mieux tous les nutriments, les glucides pour refaire le stock de glycogène. Donc, il faut penser à boire et manger tout de suite. Et c'est ce que je faisais et ça, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir de l'énergie et de pouvoir faire une belle performance sur ces 4 jours. Merci beaucoup Maud pour ce récit passionnant et cette aventure de 5 jours, très riche en émotions et en rebondissements au cœur des Açores, on a pu l'entendre. Une chose est sûre, en tout cas, vu les conditions météo infernales dont tu nous as parlé, je suis pas prêt de me programmer des vacances de la Toussaint dans la région. C'est Ouais, assez non. dissuasif. J'ai privilégié d'autres options. Le jour où on pourra revoyager en tout cas. Si on parle maintenant de ton avenir, est-ce que tu as un calendrier de course qui est déjà bien établi pour l'année 2021 en dépit des nombreuses incertitudes qui planent en ce moment? Non, alors pour l'instant, je me projette pas trop. Bah, j'ai toujours ces Jeux Olympiques hein, qui seront au mois d'août. Donc bah, j'ai toujours cet objectif. Et puis bah, s'il y a les Golden Trail Series qui vont pouvoir avoir lieu, ben je vais certainement en faire. Mais ça va un peu dépendre si je suis qualifiée pour les Jeux ou pas. Je vais aussi faire normalement ça devrait se faire un semi-marathon au printemps pour pouvoir bah, essayer d'avoir des points pour le classement général pour me qualifier pour les Jeux. Donc je vais pas refaire un marathon, mais plutôt un semi-marathon. Mais je vais aller un peu mois par mois et puis voir ce qui va se faire. J'avais aussi l'idée cet hiver de faire un peu de ski alpinisme pour me préparer au mieux. Alors vous allez me dire pourquoi du ski alpinisme pour le marathon, mais moi ça me convient bien parce que ça me permet de faire beaucoup de force et beaucoup de longues sorties. Et puis ça me permet de pas me blesser aussi. Donc voilà, c'était un peu l'idée de faire du ski alpinisme après un semi-marathon au printemps. Et puis après, bah, on verra si je suis qualifiée ou pas. Si je pars vraiment que sur la montagne ou bien si je fais les Jeux et puis la montagne en fin de saison. Donc on a parlé des Jeux qui est un très bel objectif, est-ce qu'il y a à plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif qui peut être, de course, ou de trail ou autre? Enfin pas nécessairement en tout cas que de course à pied. Est-ce qu'il y a un rêve, que tu cherches absolument à accomplir ou est-ce que les Jeux olympiques sont ce rêve absolu? Bah, c'est vrai que les Jeux Olympiques, si je peux y participer un jour, ça c'est vraiment un rêve, quoi. Après, j'ai pas de rêve absolu que j'ai envie de faire. J'ai juste envie de pouvoir encore voyager et de pouvoir faire des courses comme ça ou la Golden Trail Series le plus longtemps possible. Euh, et puis ben ouais, peut-être me rapprocher de plus en plus des hommes. Et puis éventuellement de faire un jour un ultra. Ça me titille aussi d'aller faire vraiment un format que je connais pas du tout. Et puis d'expérimenter ben voilà un autre effort, quoi. Mais c'est pas un rêve, quoi. C'est plutôt des envies comme ça, Une opportunité qui peut se présenter, ouais. des opportunités, ouais, tout à fait. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, Maud, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Quel serait le motto que tu souhaiterais partager avec nous? Alors moi, ouais, une phrase qui me représente bien, et c'est après l'effort, le réconfort. Parce que voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien m'entraîner, mais j'aime aussi me faire plaisir. Et après l'entraînement, c'est souvent un plaisir culinaire, un plaisir, voilà, je suis une grande amatrice de chocolat.
Mais voilà, j'aime bien après l'entraînement il y a La pas que récompense. exactement. Et puis il y a aussi, comme je disais avant, il y a pas que l'effort et les entraînements. J'aime après faire ma vie de famille et puis me laisser être tranquille, me faire le farniente sur la terrasse, et puis pas penser aux entraînements, quoi. C'est un peu mon réconfort après l'effort. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Maud de nous avoir fait vivre au plus près de toi cette grande aventure qu'est le Golden Trail Championship. Bravo encore à toi pour cette éblouissante victoire, on peut le dire. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour tous tes projets à venir, quels qu'ils soient. Je suivrai la suite de ton parcours avec évidemment beaucoup d'intérêt et d'affection. Et voilà, je te dis à très bientôt Maud. Merci encore d'avoir pris le temps de nous faire partager cette course épique. Merci à toi. Ciao, ciao, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.